Bonjour, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il s'appelle Tapiwa Muvingani. Il travaille sur des technologies innovantes pour créer des systèmes énergétiques sans limite et des générateurs surunitaires pour la production d'énergie illimitée. Cher Tapiwa, si vous avez quelque chose à ajouter, partagez avec nos téléspectateurs des informations sur vous-même. Merci beaucoup pour cet honneur. Oui, c'est vrai. Je suis Tapiwa Muvingani et je peux dire sans me tromper que je suis un scientifique de l'énergie et un passionné de physique. La plupart du temps, bien sûr, je travaille sur des machines de surunité, comme on les appelle dans le domaine des générateurs sans combustible. Et oui, j'ai travaillé avec un certain nombre de personnes, des professeurs d'université, qui sont également intéressés, vous savez, par cette sphère d'influence, si je peux l'appeler ainsi. Et oui, d'une certaine manière, je suis plus dans la recherche et le développement de ces technologies. Je me considère donc simplement comme un étudiant, un apprenant permanent dans ce domaine, parce que je crois vraiment qu'à tout moment, si vous vous considérez comme un expert, c'est un problème parce que, d'une certaine manière, vous vous fermez les portes de l'apprentissage. Je pense donc que l'on peut simplement me considérer comme un passionné d'énergie. C'est ce que je préfère, vous savez, pour rester simple. J'aimerais également vous remercier de m'avoir accueilli ici. Je l'apprécie vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes également très honorés de vous avoir comme invité aujourd'hui. Et pour commencer à parler de votre parcours, pourriez-vous s'il vous plaît partager avec nous comment vous est venue l'idée de créer un générateur sans combustible? Oh, merci pour celle-là. Je pense que c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. Je pense que le moment clé où j'ai eu, vous savez, l'intuition que je devais travailler sur ce sujet, c'était juste un jour en classe. C'était juste un jour de cours. Donc, c'était plus ou moins un jour de la Terre. Un jour où, vous savez, les gens commémorent la Terre et ce qu'ils ont à faire pour en prendre soin. Nous avons donc regardé ce documentaire de David Attenborough. Il s'intitule simplement La vie sur notre planète. Dans ce documentaire, il explique simplement comment il a réussi à voyager tout autour du globe. Et il exprime aussi, vous savez, son point de vue sur l'impact que les humains ont eu sur la planète. Et il lance simplement un appel à l'action pour que tous ceux qui pensent pouvoir faire quelque chose à ce sujet le fassent. Car, en fait, le temps presse. Alors pour moi, c'était venu comme un défi que j'aimais bien. Alors, je crois que c'était en 2021, et je n'avais alors que 17 ans. Et oui, j'ai vraiment aimé le défi, et je me suis dit, vous savez, qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça parce que le gars n'exige pas vraiment que les gens utilisent beaucoup et beaucoup de ressources. Il appelle simplement les gens à l'action. Il veut simplement que les gens soient intéressés, vous savez, qu'ils y réfléchissent. Il y a toujours un pouvoir dans la pensée, parce que je suis une personne qui croit que les choses existent deux fois dans l'univers. Elles existent d'abord dans nos pensées, puis elles existent, vous savez, dans la réalité physique. Alors à ce moment-là, quand il a demandé aux gens de faire quelque chose, je me suis dit, vous savez quoi? Je participe à ce projet. Et je pense que j'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine. J'étais vraiment intéressé. J'ai fini par rédiger un document de recherche sur cette idée particulière, sur laquelle je me concentrais. Elle est connue sous le nom de Perpetuum Energy Lebensraum. Ainsi, perpetuum est simplement un mot latin qui signifie simplement énergie perpétuelle. Je pense que la façon dont j'aime le définir, c'est simplement une monnaie d'échange pour mener à bien des actions. Ensuite, Lebensraum est un mot allemand qui signifie simplement espace de vie. Dans cet article, j'exprimais simplement mes pensées, et vous savez, ma philosophie sur l'idée de l'énergie et sur le fait qu'elle est au cœur de la civilisation. Et c'est assez intéressant, vous savez, l'étendue des choses que vous rencontrez lorsque vous vous penchez sur ce sujet. Parce que vous découvrez que vous n'êtes pas la seule personne à avoir pensé à de telles choses. De nombreuses personnes y ont en fait réfléchi. Cependant, il y a aussi la perception dominante de ce qu'il en est. Parce que lorsque vous considérez, vous savez, le terme d'énergie libre, il est assez provocateur, vous savez, dans le domaine de la physique. Parce que, comment pouvez-vous avoir entre guillemets de l'énergie libre? Mais je peux dire que nous choisissons parfois d'aboutir à cette conclusion, essentiellement parce que notre perception n'est pas toujours la bonne à l'égard du sujet. À cause de la physique conventionnelle, bien sûr, on découvre que la plupart des appareils sont classés en trois catégories. Les appareils à énergie perpétuelle, disons, de première catégorie, de deuxième catégorie et de troisième catégorie. Alors, comment chaque dispositif ou chaque technologie, disons, est placé dans une catégorie? En fait, cela dépend, disons, de la loi de la physique qu'il défie en quelque sorte. En physique, nous avons donc un gouvernement unique. Il y a un gouvernement, vous savez, les lois de la thermodynamique. Si quelque chose va à l'encontre de ces lois, il est probable que quelque chose ne va pas avec ce sur quoi vous travaillez. Donc, s'il s'agit d'un dispositif de la première loi de la thermodynamique, cela signifie simplement qu'il cherche, disons, d'une certaine manière, à défier la loi de la conservation de l'énergie. Ensuite, s'il s'agit d'un dispositif du deuxième ordre, il trouve en quelque sorte une faille dans d'interconversion de l'énergie, vous savez, la deuxième loi de la thermodynamique. Et cela continue ainsi. De nombreuses personnes ont exprimé leurs pensées sur ce
ce sujet, et certaines d'entre elles sont des figures très prolifiques. De Vinci lui-même a fait une citation très intéressante. Je crois que c'était au XVe siècle. Dans cette citation, il déclarait que toute personne qui cherche à faire quelque chose qui, entre guillemets, ne consomme pas de carburant et pourtant produit de l'énergie, devrait se placer parmi, vous savez, les alchimistes, ou en gros, entre guillemets, les magiciens, ou les illusionnistes d'une certaine manière. Et d'autres personnalités éminentes ont également dû, vous savez, faire des remarques très dures sur ce sujet. Mais plus vous creusez profondément, plus vous découvrez que, non, en fait, ce n'est qu'un côté de la médaille. Il y a aussi un autre aspect des choses. Il y a aussi un certain nombre de personnes prolifiques, même si elles ne sont peut-être pas été popularisées. Mais oui, elles ont fait un certain nombre de recherches à ce sujet. Parmi eux, Henry Moray, un éminent inventeur qui a travaillé dans le domaine de l'énergie du point zéro. Si l'on creuse un peu plus profond, on découvre aussi que des gens comme John Bedini, John Searle. Il y a un certain nombre de personnes, même des personnes comme Nikola Tesla et leur technologie, vous savez, sur la transmission sans fil de l'énergie et sur l'éther. Vous découvrez qu'il s'agit, disons d'une certaine manière, de deux camps de personnes avec des philosophies conflictuelles. Certains croient que les choses sont telles qu'elles sont parce qu'elles sont censées être ainsi. Mais il y a aussi un autre camp qui, d'un autre côté, dit que non, les choses sont telles qu'elles sont censées être parce que nous choisissons de les voir de cette façon. Et vous savez, c'est le genre de perception qu'ont ces inventeurs. Si vous choisissez de regarder les choses différemment, l'univers est alimenté par des forces parfois inobservables, de sorte que si nous les exploitons, nous pouvons réellement disposer de cette énergie unique et être en mesure d'alimenter nos systèmes, ce qui est un point de vue tout à fait unique. Donc oui, c'est un domaine qui... Non, c'est en fait un domaine très obscur. Et quand vous y êtes, vous devez vraiment comprendre, vous savez, ce à quoi vous avez affaire. Il y a un homme qui s'appelle Steve Greer. C'est un célèbre physicien américain, expert en ovnis, et ainsi de suite. Il a consacré une grande partie de sa fortune à l'étude de certains de ces dispositifs. Et une chose qu'il dit honnêtement à la plupart des gens, c'est que la plupart des gens prétendent avoir ces technologies, certaines d'entre elles, à 99%, en fait, elles peuvent ne pas être techniques, disons, justes ou correctes, ou elles peuvent ne pas fonctionner conformément à la norme. Mais il précise également que même si elles ne fonctionnent pas toutes très bien, certaines d'entre elles répondent aux attentes. Il énumère les différents domaines qui, je ne sais pas, contribuent à la production d'un dispositif sans combustible. Certains d'entre eux peuvent inclure l'extraction d'énergie à partir de l'énergie radiante, peut-être les courants telluriques de la Terre, l'utilisation de tous ces éléments, vous savez, il y a beaucoup de choses à ce sujet. Par conséquent, je pense que le simple fait d'étudier les grands noms et de regarder ce qu'ils ont fait m'a donné une toute nouvelle perspective sur la question. Et je pense que cela m'a donné la capacité, vous savez, d'étudier les choses à nouveau avec un esprit clair. Car c'est une chose de chercher quelque chose quand vous avez déjà, disons, une idée dans votre tête, quand vous avez une sorte de préjugé à l'égard du sujet. Et si vous refaites la recherche, mais cette fois-ci avec un esprit neuf, avec l'attitude d'un apprenant, il est certain que les résultats ne seront pas les mêmes. Alors je peux dire en toute sécurité, oui, ces gars qui ont travaillé sur ces technologies, les gars qui sont venus avant moi et qui ont fait beaucoup de grandes choses avant moi, ont appris d'eux avec ouverture d'esprit et ont découvert que non, c'est vraiment faisable. Et en suivant leurs traces, je me suis aussi trouvé, vous savez, moi-même, et j'ai aussi réalisé que oui, je peux vraiment fabriquer une gamme de ces dispositifs. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable. Et disons que tout au long du processus, j'ai toujours aimé ça. Tout s'est bien passé. Et c'est ainsi que j'ai en fait pu trouver ma première idée. J'ai appris par l'observation, puis j'ai cherché en moi ce que j'avais à découvrir. C'est très intéressant d'écouter vos observations et ce que les autres disaient, ainsi que vos propres conclusions et votre état d'esprit à propos de cette invention. À ce moment-là, vous n'aviez peut-être pas les connaissances techniques dans ce domaine. Pourriez-vous nous dire comment vous avez appris et d'où vous avez obtenu ces informations? Peut-être avez-vous trouvé d'autres exemples de générateurs sans combustible et essayé de les reproduire? Comme je l'ai dit, j'ai abordé le sujet avec la mentalité d'un apprenant. La première chose que j'ai faite a donc été d'essayer les choses dont ces gens, vous savez, affirment le fonctionnement. Il y a un inventeur célèbre sur ma liste que je respecte vraiment. Il s'appelle John Bedini. Il fabrique des circuits très intéressants. Certains d'entre eux sont populaires. Par exemple, le circuit Schoolgirl. Il écrit en fait des compilations à ce sujet. Donc en fait, je voulais vérifier si c'était vrai. Car peu importe à quel point quelque chose semble bon, il ne faut jamais, vous savez, être naïf. Il est toujours bon d'être sceptique. Cela ne signifie pas que vous ne croyez pas, mais simplement que vous essayez de tout rendre infaillible. Je me suis donc dit, d'accord, je vais essayer ces choses. Je pense que la première chose que j'ai faite a été d'essayer certains des circuits. Et à ma grande surprise, certains d'entre eux ont fonctionné de manière très bizarre.
Vous savez, je ne m'attendais pas à ces résultats, mais en fait, oui, ils fonctionnent. Donc, pour la plupart des personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet, je pense qu'il faut avant tout comprendre que tout n'est pas ce qu'il semble être. Tout est une question de perception, en fait. Je dis toujours à la plupart des gens qu'en tant qu'être humain, nous nous appuyons principalement sur le sens de la vue. Si nous sommes dans le domaine des scientifiques, vous savez, nous disons que voir c'est croire. Mais nous devons aussi tenir compte du fait que la réalité que nous choisissons de créer provient, disons, de moins de 0,0035% du rayonnement électromagnétique disponible que nous pouvons voir avec nos yeux. Ainsi, chaque fois que nous abordons, vous savez, les concepts scientifiques qui peuvent exister, nous avons bien sûr tendance à dire, si vous choisissez de faire ceci, vous violez, disons, peut-être un principe de base ou même une loi dans ce domaine. Mais une chose que nous avons tendance à oublier, c'est que ces formulations de lois et de principes, elles proviennent des observations de personnes comme nous, et il est possible qu'elles n'aient pas tout vu, car il y a toujours plus à voir. Je pense donc que c'est une chose sur laquelle j'aimerais faire la lumière, à savoir que la perception que vous avez d'un sujet, en fait, disons, a tendance à influencer les choses et la façon dont elles fonctionnent. Parce que dans le domaine des sciences, nous travaillons généralement avec une approche réductionniste. Nous voyons quelque chose, nous essayons de le réduire à un ensemble de principes, de lois. Puis, chaque fois que nous revoyons quelque chose, nous essayons de l'adapter à ces formulations que nous avons élaborées. Ce n'est pas une mauvaise chose. Dans certaines circonstances, cela fonctionne très bien. Mais nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que cela fonctionnera dans tous les cas. Il faut donc toujours laisser de la place pour, disons, trouver quelque chose de nouveau. Je pense que cela va de pair avec la volonté d'accepter des points de vue alternatifs. Notre professeur de physique nous faisait toujours ce coup-là. Il nous parlait toujours des grands noms de la science. Disons par exemple, Isaac Newton, Einstein, la théorie spéciale de la relativité et la théorie générale de la relativité sur la gravité. Il nous parlait de Newton et de ses formulations des lois de la gravité et d'autres choses de ce genre. Il m'a posé une question que je n'oublierai jamais. Connaissez-vous quelqu'un qui ait jamais eu des points de vue alternatifs sur ce sujet ? Et oui, comme on pouvait s'y attendre, nous ne connaissions rien d'autre que ce qui était standardisé. Cela m'a fait, vous savez, prendre conscience d'une chose. Nous avons tendance à nous concentrer sur les opinions et les perspectives du courant dominant, mais nous prenons rarement le temps, disons, d'oser penser par nous-mêmes et de voir les choses pour nous-mêmes en utilisant notre propre point de vue. Car je suis convaincu que si une personne prend le temps d'observer les choses par elle-même et de voir l'ensemble de la question sous différents angles et avec différentes personnes, il est certain qu'elle pourra, disons, raconter une histoire différente, car elle se rendra compte que, vous savez, rien n'est jamais absolu ni certain. Il y a toujours de la place pour que les gens en voient plus. Je pense donc que le conseil que je peux donner aux personnes qui souhaitent apprendre cette chose, c'est d'apprécier le fait que vous ne savez pas tout, et qu'il est très probable que vous ne sachiez pas tout, et de toujours laisser de la place pour apprendre quelque chose de nouveau. Essayez toujours des choses, osez toujours penser par vous-même, et ne doutez jamais du pouvoir de votre observation. Si vous voyez que quelque chose n'a pas de sens, ne vous forcez pas à vous conformer à ce qui a du sens. C'est parfois ainsi que les inventions voient le jour. La plupart des gens ont eu un sentiment profond et se sont dit « Tu sais quoi, je vais essayer ça. Peut-être que ça marchera. » Et oui, ça a marché. Je pense donc que c'est encore possible aujourd'hui, à condition d'être prêt à le faire et de s'ouvrir à l'expérience. Oui, merci beaucoup. En effet, il est très encourageant de continuer à apprendre et à douter de ce que l'on sait, est-ce vrai ou non, et d'être toujours ouvert. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. Et comme vous l'avez mentionné, il y a peut-être des difficultés dans la façon dont certaines personnes mènent des recherches différemment, si vous commencez à avoir un état d'esprit différent. C'est en fait un problème pour notre société qui veut que tout soit encadré et conforme aux croyances normales. Et si c'est quelque chose de différent, alors c'est soit étrange, soit impossible, soit peut-être inapproprié d'une certaine manière. Pourriez-vous nous faire part des difficultés que vous avez rencontrées dans le processus de création d'un générateur fonctionnel ? Alors, je pense que le premier défi auquel la plupart des gens sont confrontés lorsqu'ils travaillent dans le domaine des machines de surunité ou des générateurs sans combustible, ce premier défi est celui que j'appellerais le défi de ce n'est pas possible, entre guillemets. Le défi, ce n'est pas possible. Par exemple, lorsque vous approchez quelqu'un et que vous lui dites, vous savez quoi, cela va fonctionner de cette façon. Si cela ne correspond pas à son système logique normal, il est fort probable qu'il ne l'appréciera pas vraiment. Et oui, ils vont juste, vous savez, mettre l'idée de côté. C'est pourquoi je dis toujours que c'est le danger d'être un expert. Parce que lorsque vous vous considérez comme un expert en système de pensée, vous devenez complaisant. Et la complaisance s'accompagne d'une réticence à apprendre. On commence à se dire, vous savez quoi ? Je crois que j'ai tout compris. Donc,
Si cela ne correspond pas à ce que je pense être la vérité, alors cela ne peut définitivement pas fonctionner, ce qui n'est pas le cas. Beaucoup de choses peuvent vous surprendre, seulement si vous choisissez d'être surpris par elles. Donc, je pense que le premier défi est celui du manque d'acceptation. Parce que vous découvrez que les personnes qui, disons, parfois n'adhèrent pas à ces choses, ce sont ces mêmes personnes qui ont la possibilité de changer les choses. Je pense donc que lorsque l'on parvient à surmonter le défi de convaincre les gens que cela fonctionne réellement, on arrive à la deuxième difficulté, qui a trait aux ressources économiques. Je suis sûr que la plupart des gens, s'ils sont bien sûr familiers avec l'histoire, sont en quelque sorte bien au fait de l'histoire de la tour Wardenclyffe. C'est l'un des projets que le célèbre Nikola Tesla n'a pas pu achever. La tour Wardenclyffe qu'il construisait à Long Island. L'une des choses qui l'ont empêché de réaliser son projet était le manque de ressources économiques. Il y a donc une chose très étrange qui se produit dans le domaine de l'invention. La plupart du temps, la personne qui a l'idée a rarement les ressources nécessaires pour la mettre en œuvre. Mais la plupart du temps, ceux qui ont ces idées, disons, folles, ne se retrouvent pas en position de les mettre en œuvre, peut-être par manque de puissance économique ou par manque de ressources, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je pense donc que le prochain défi ou la prochaine difficulté sera, disons, la mise en relation avec les bonnes personnes qui peuvent vous aider à réussir. Et je pense que c'est l'une des choses auxquelles j'ai dû faire face également, parce que vous découvrez que personne ne veut risquer, disons, son argent durement gagné ou sa richesse sur quelque chose qui n'a pas été fait auparavant et qui est considéré comme ne fonctionnant pas aussi bien. Il faut des gens qui ont un haut degré de, disons, compréhension. Lorsque vous rencontrez de telles personnes, ce sont les seuls qui se disent « D'accord, essayons ceci et voyons comment cela fonctionne ». Ensuite, elles vous accompagnent à partir de là. Et oui, l'un des défis auxquels la plupart des inventeurs sont confrontés est de comprendre que ce n'est pas pour l'approbation, mais pour la progression de l'humanité. La plupart des inventeurs ont cette sorte de mentalité, disons, la mentalité du tout m'est dû. Ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose, de mériter les louanges qui vont avec, alors que si vous passez un peu plus de temps dans le domaine de l'invention, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas le cas. Parfois, on peut faire quelque chose de très bien et personne ne s'en préoccupe. Et c'est la réalité de la question. Je pense qu'il s'agit là des trois principaux défis auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils travaillent dans ce domaine. Premièrement, le déni des personnes qui les entourent. Deuxièmement, le manque de ressources. Et troisièmement, la stigmatisation, ou disons, le fait d'être un paria dans un système. Parfois, les choses ne sont pas si faciles, mais il faut simplement s'accrocher. Soyez comme un jardinier, plantez la graine, prenez en soin. Si elle a besoin d'être taillée, taillez-la. Si elle a besoin d'être arrosée, arrosez-la. Un jour, avec un peu de chance, elle vous donnera un résultat. Vous ne serez peut-être pas celui qui en bénéficiera, mais un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, les personnes qui vous entourent en profiteront. Oui, j'aime beaucoup votre comparaison avec le fait que vous le faites pour les gens. Et lorsque vous plantez un arbre, vous ne verrez peut-être pas le résultat d'un arbre très haut, mais vous créerez peut-être une ombre pour que quelqu'un puisse se reposer et ressentir de la joie grâce à votre arbre. Il s'agit donc d'un grand objectif pour l'humanité, car plus de gens peuvent en bénéficier et plus de gens seront reconnaissants de vos réalisations et de votre travail acharné. Donc, oui, dans la société actuelle, malheureusement, nous constatons que tout est basé sur l'argent, sur les chiffres, sur le profit personnel et les avantages, plutôt que sur le bien de l'humanité. Donc, pourriez-vous nous dire quand et comment vous avez réussi à faire fonctionner un modèle de générateur? Quand a-t-il commencé à fonctionner? Quand avez-vous vu les résultats? Je pense que la toute première année où j'ai réussi à créer, disons, un prototype très fonctionnel de, vous savez, la technologie sur laquelle je travaillais, je pense que c'était au milieu de l'année 2022. Je pense que c'était vers mai-juin. J'avais un ami avec qui je travaillais. Une chose que nous avons faite, c'est que nous voulions simplement tester l'idée pour voir si elle pouvait fonctionner. Nous disposions donc de peu de fonds, comme on dit, il faut commencer petit et rêver grand. Alors oui, nous avons rêvé en grand et nous nous sommes dit qu'il fallait commencer petit et voir si ça marchait. Nous avons donc essayé de créer le tout premier prototype qui fonctionnerait selon nos principes que nous avons déclaré avoir découverts. Ainsi, lorsque vous inventez quelque chose par le biais d'un réajustement, vous prenez simplement quelque chose qui existe déjà, mais vous l'organisez d'une certaine manière qui, selon vous, produira l'effet désiré. Dans notre cas, il s'agissait simplement
simplement d'une compilation de dispositifs courants disponibles dans la société. Des batteries au plomb, des onduleurs, des interrupteurs modifiables et quelques autres choses, bien sûr, qui sont facilement disponibles. Mais la différence réside dans la manière dont nous avons choisi de les agencer pour produire l'effet que nous souhaitions. Et nous avons eu le privilège d'avoir quelqu'un qui a accepté de le tester chez lui. Il s'agissait donc d'une petite maison. Elle n'était pas très gourmande en énergie. Et oui, si vous êtes dans notre pays aux IM, vous découvrez que la fréquence du courant à l'intérieur est de 50 Hz et que la tension est d'environ 250 volts. Notre objectif était donc d'alimenter la maison, bien sûr, avec l'éclairage normal, quelques téléviseurs et autres, pendant la période que nous voulions tester. Pour notre essai, nous avons réalisé que l'éclairage d'une maison sans équipement à forte consommation d'énergie ne devait pas dépasser 1 kVA. C'est à peu près 1000 watts. Mais, bien sûr, nous allions le mesurer par rapport à ce qui était considéré comme normal et standard. Par exemple, nous savons que si vous avez, disons, un onduleur utilisant une seule cellule, il ne devrait fonctionner que quelques jours. Mais avec notre modèle, bien sûr, c'était très bien. Il a en fait duré 2 semaines d'essai. C'est donc à ce moment-là que nous avons su que nous avions quelque chose qui fonctionnait assez bien et que je me suis dit, d'accord, c'est bon. Donc, à notre avis, nous avons alors découvert que notre chose fonctionne, mais qu'elle doit juste être affinée. Parce que si nous avons tenu 2 semaines avec des choses que nous avons simplement pu rassembler et assembler, imaginez ce que ça donnerait avec des éléments vraiment adaptés à la tâche par des fabricants spécialisés. Tout ça. Ce serait bien sur une histoire totalement différente. Je pense que c'est le tout premier moment où j'ai réalisé que d'accord, notre truc fonctionne. Je me souviens toujours du mois. C'est donc le mois d'août 2022. C'est à ce moment-là que nous avons découvert que, oui, nous avons quelque chose de vraiment fonctionnel de notre côté. Cela s'ajoutait donc à l'article que nous avions compilé. Je pense qu'il s'agit plus ou moins d'un article de recherche. Je crois que j'y ai fait référence au début. Il s'intitule « Perpetuum Energy Lebensraum ». Il s'agit en fait d'une compilation de la philosophie qui explique pourquoi nous faisons ce que nous faisons, avec l'aide des recherches que nous avons effectuées pour découvrir nos principes, comment les appareils fonctionnent et comment ils peuvent être utilisés par la société. Il s'agit donc davantage, disons, d'une préface à l'appareil lui-même. Disons que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais au moins si vous le lisez, vous comprendrez clairement ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons et ce que nous cherchons à réaliser. Ensuite, lorsque vous voyez l'appareil, il devient beaucoup plus clair et beaucoup plus raisonnable. Parce que pour nous, il ne s'agit pas, vous savez, de fabriquer un appareil super puissant qui nécessite des éléments rares très coûteux. Non, il s'agissait surtout de mettre au point la technologie la plus rentable et la plus abordable qui puisse être utilisée par n'importe qui, parce qu'on découvre que la plupart des gens qui sont, disons, défavorisés en termes d'utilisation de l'énergie, ont tendance à être des gens qui vivent dans des ménages normaux, des ménages moyens. Et pour ces personnes, il est presque impossible de mettre la main sur ces technologies. Nous avons donc pris en compte le fait qu'une personne ordinaire peut parfois ne pas être en mesure d'accéder à ces choses. Mais pouvons-nous utiliser des choses qui sont communément accessibles à tout le monde de sorte que, d'une certaine manière, ils puissent également être en mesure de les reproduire par eux-mêmes? Il s'agissait donc pour nous d'établir, disons, les traces que d'autres peuvent suivre, et nous l'avons fait avec ces matériaux courants. C'est une très bonne idée qui montre votre intention de faire bénéficier les gens de matériaux que n'importe quel ménage peut recréer et utiliser pour en tirer profit. Et oui, nous savons que de nombreuses personnes sont en situation de pauvreté et que cela leur serait très utile. Et puisque vous avez parlé des matériaux, quels matériaux avez-vous utilisés pour construire ce générateur? Pour l'appareil que nous avons fabriqué en mai 2022, il s'agissait simplement d'une liste de matériaux couramment disponibles. Je pense que je vais les citer de tête. Si j'en oublie, ce sera une erreur. Mais nous avons utilisé des batteries au plomb acide. La plupart d'entre elles, je pense que celles que nous avons utilisées dans ce cas, étaient des batteries de 12 volts, 24A. Nous avons donc utilisé une paire de ces batteries pendant l'essai de la maison. Nous avons également équipé le système d'un onduleur qui parvient en quelque sorte, vous savez, à convertir le courant continu en courant alternatif, et d'un certain nombre de choses dont nous avions besoin pour que le système fonctionne de manière efficace. Je pense que nous avons dû utiliser un commutateur qui s'est avéré utile. Nous avions également des chargeurs de batteries électriques pour lesquels nous avons utilisé des condensateurs de 1 kV à 4 kV. Nous utilisions également des SCR, des diodes, des condensateurs électrolytiques et des condensateurs en céramique. En gros, les dispositifs que je viens d'énumérer sont des dispositifs très courants. Il n'est pas vraiment difficile de se les procurer. N'importe qui peut s'en procurer. Et cela laisse aussi de la place pour l'alternance parce que dans notre cas, pour les batteries, bien sûr, pour notre 12V24A, nous avons utilisé des types communs à l'acide et au plomb.
Mais si vous faites des recherches, vous pouvez même utiliser des batteries lithium-ion ou des batteries au gel. Tout dépend de ce qui est disponible. Si vous avez besoin de faire un système d'onduleur, peut-être pour une puissance de 250 watts, vous avez besoin d'une batterie d'une puissance d'entrée inférieure. Si vous avez besoin d'alimenter un système de 3 kVA ou d'un kVA, vous avez bien sûr besoin de batteries plus puissantes, par exemple des batteries de 16 volts de 10 à, si c'est le cas. Mais ce que l'on découvre ensuite, c'est qu'il s'agit simplement d'utiliser des choses que nous savons très bien être disponibles pour tout le monde. Et oui, je pense qu'à mon avis, ces matériaux que nous avons utilisés servent simplement de base à quelque chose que tout le monde peut faire. Mais bien sûr, nous ne sommes pas limités à cela, nous avons choisi de le faire parce que c'est ce que nous voulions utiliser. Mais cela ne signifie pas nécessairement que ça se limite seulement aux batteries que nous utilisons. Si vous avez une autre source d'énergie qui, selon vous, fonctionnera selon cette norme ou produira au moins le même niveau d'énergie pour faire fonctionner le système, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser également. Le système est donc tout simplement très flexible. Il permet aux gens d'adapter des éléments au schéma, parce que nous ne fonctionnons pas avec des dispositifs sur mesure que nous utilisons pour créer, disons, un système très rigide et robuste. Ce que nous faisons, c'est que nous créons un circuit de fonctionnement du système, le schéma directeur, et nous leur disons « D'accord, voici ce que nous cherchons à produire comme résultat. De quel résultat avons-nous besoin ? Nous avons besoin de ceci. » Mais ce n'est pas vraiment, disons, restrictif en ce qui concerne le type de matériel dont vous avez besoin. Nous vous donnons simplement les paramètres de ce que vous devez exactement utiliser pour produire l'effet. Bien entendu, toute une série de sources d'énergie peuvent être utilisées. Toute une gamme de systèmes d'inverseurs peut être utilisée. Toute une gamme de, disons, condensateurs peut également être utilisée tant qu'elle servira votre système de manière satisfaisante. Merci beaucoup. Et vous avez mentionné comment cela fonctionne. Mais sur quel principe physique votre générateur fonctionne-t-il ? Bien entendu, comme tout autre appareil, il doit respecter certains principes. Par exemple, les principes de conversion de l'énergie. Vous savez, vous avez une batterie avec l'énergie potentielle chimique. C'est à partir de là que vous obtenez votre énergie électrique. Viennent ensuite certains principes de conversion de l'énergie électrique du courant continu au courant alternatif. Cela est également conforme aux standards. Mais nous avons également dû ajouter un nombre intéressant de phénomènes, ou disons des effets étranges. Ce que l'on découvre vraiment à propos des systèmes électriques, c'est qu'il y a en fait, disons, un modèle fixe de fonctionnement. Mais d'une manière ou d'une autre, il existe des circuits intéressants qui, si on les fabrique d'une certaine manière, fonctionnent d'une façon très, disons, étrange. L'une des sources d'inspiration des circuits que nous fabriquons se nomme John Bedini. C'est un inventeur assez célèbre, et l'un des circuits qui a été le plus connu est le circuit Joule-Joule-Joule. Alors, ce que fait le circuit Joule-Joule-Joule, c'est qu'il cherche à permettre l'amplification et la conservation de la puissance au sein d'un circuit. Ainsi, dans les discussions normales, disons, quotidiennes d'électronique et autres, cela ne devrait pas être possible parce que l'utilisation d'un système d'alimentation est censée perdre de l'énergie en raison du travail effectué, des pertes de chaleur et d'autres pertes diverses également. Mais après ces sortes de, disons, le circuit est structuré d'une manière qui permet également la conservation de l'énergie. Je pense qu'il a également découvert un effet très intéressant, connu sous le nom de séparation des positifs, si je peux l'appeler ainsi, parce qu'il s'agit d'un effet non conventionnel, disons scientifique. Il n'y a donc pas de nom pour cela. Mais les personnes qui travaillent dans ce domaine savent comment cela fonctionne. La séparation des positifs consiste essentiellement à comment, lorsque les batteries sont organisées d'une certaine manière, elles parviennent, disons, à alimenter un système, mais régénèrent en même temps l'énergie qu'il aurait consommée. La question devient alors, qu'est-ce qui régénère cette puissance ? Ainsi, selon John Bedini lui-même, lorsqu'il a fait l'expérience au départ, il n'a pas vraiment pu trouver, disons, la réponse précise à cette question. Mais il a ensuite utilisé un terme parapluie, si je puis dire, un terme général. Il a simplement dit qu'il pouvait peut-être être alimenté par des forces rayonnantes qui nous entourent dans l'univers en raison de leur grande abondance. Ce que l'on découvre, c'est que dans le processus de fabrication des circuits, on arrive parfois à un point où l'on structure un circuit d'une certaine manière, mais cela produit alors des effets très étranges qui permettent de conserver l'énergie. Donc, oui, je pense que c'est l'une des choses que nous utilisons dans notre système, des conceptions de circuits uniques qui, disons, produisent des effets très intéressants de conservation et d'amplification de l'énergie. Ensuite, je pense que l'autre chose que nous pouvons utiliser, c'est le chargement des appareils eux-mêmes par l'énergie radiante ou l'électricité atmosphérique, si je peux l'appeler ainsi. De nombreux écrivains, dans le domaine des dispositifs d'énergie alternative, ont rendu justice à cette idée. Même le célèbre Nikola Tesla l'a fait. Des gens comme John Brandon l'ont fait. Des gens comme Don Lee Smith l'ont fait.
Ils sont parvenus, disons, à expliquer clairement comment les gens peuvent exploiter l'énergie qui fait tourner la roue de l'univers. Comme je l'ai dit précédemment, en tant qu'être humain, nous voyons, disons, 0,0035, et même moins que cela, du rayonnement électromagnétique disponible. Mais on découvre alors que le rayonnement électromagnétique est quelque chose qui nous entoure beaucoup. Et le pouvoir qu'il détient, disons, est plus ou moins crucial dans le travail de l'univers. Le fait de disposer d'une méthode permettant de puiser dans cette énergie vous donnera la possibilité de recharger ou d'alimenter vos systèmes indéfiniment. Je peux dire que c'est en quelque sorte la première ou la reine des énergies renouvelables dont la plupart des gens ne parlent jamais. La plupart des gens doivent donc concevoir, disons, ces circuits de collecte d'énergie rayonnante. Il y a des conceptions très intéressantes. Une personne qui a réussi à compiler, disons, de la documentation sur ce sujet, est un homme du nom de Don R. Kelly. Il a réussi à expliquer comment ces dispositifs fonctionnent et comment ils peuvent être mis à l'échelle à des niveaux encore plus élevés. Nous tirons donc également parti de la puissance de l'énergie rayonnante. En outre, nous pouvons également utiliser certains principes des courants telluriques de la Terre. En fait, les courants telluriques sont des courants électriques naturels qui se trouvent plus ou moins à la surface ou sous la surface de la Terre et qui sont parallèles à la Terre. Avec l'équipement adéquat, il est donc possible de les exploiter. Et vous pouvez aussi, disons, recharger votre système ou, disons, l'alimenter en énergie s'il est suffisamment puissant. Et je pense que le troisième levier que nous pouvons utiliser dans ce cas, c'est l'énergie, disons, de la zone d'exclusion de l'eau. Un homme du nom de Gerald H. Pollack a rédigé un article très bien documenté, disons une recherche très bien documentée sur ce sujet. Ce que l'on découvre à propos de Gerald H. Pollack, c'est qu'il fait partie de ces personnes qui ont toujours eu des questions simples auxquelles la plupart des gens ne pouvaient pas vraiment répondre. L'une de ces questions était par exemple la suivante. Pourquoi, lorsque vous renversez de l'eau sur une surface, celle-ci a-t-elle tendance à se regrouper ou à se rassembler? Les gouttelettes se rassemblent, mais sur certaines surfaces, elles se dispersent. Il pose également d'autres questions sur l'eau. Par exemple, pourquoi si vous prenez de l'eau tiède et de l'eau légèrement plus chaude, l'eau plus chaude gèle plus vite que l'eau tiède? Il enquête sur, vous savez, la façon dont l'eau fonctionne, disons, dans notre vie de tous les jours. Et je peux dire que c'est un homme qui a réussi à faire ce qui est peut-être la plus grande découverte de notre siècle. La plupart des gens, bien sûr, ne connaissent pas vraiment, disons, son existence ou ses travaux, mais je le respecte vraiment en tant que chercheur et scientifique de l'eau. Et certains de ces principes qu'il a réussi à mettre au point, disons, sur le concept d'exclusion de l'eau, et la façon dont elle peut être utilisée pour alimenter les systèmes, est l'une des choses que nous utilisons pour, vous savez, alimenter le système. Donc, je pense que j'ai mentionné 4 choses au total. Tout d'abord, il s'agit de circuits uniques alimentés par l'énergie rayonnante, ainsi que par l'énergie de la zone d'exclusion de l'eau et des courants telluriques alimentés par la Terre. Il s'agit donc plus ou moins d'un ensemble de forces uniques que l'on trouve sur Terre, ou d'énergies uniques que l'on trouve sur Terre. Parce que nous extrayons de l'énergie de la lithosphère, c'est-à-dire de la Terre, de l'hydrosphère, c'est-à-dire de l'eau, et de l'atmosphère, c'est-à-dire de l'air qui nous entoure. Ensuite, nous faisons appel à tous ces éléments pour aider les circuits uniques que nous avons à produire l'énergie qu'ils doivent produire. Je pense que vous aurez peut-être des questions à ce sujet, mais je pense qu'en résumé, c'est ainsi que fonctionnent nos technologies. Une intégration des forces naturelles pour produire de l'énergie propre, renouvelable et pure pour les personnes, qui peuvent ainsi améliorer leurs moyens de subsistance. Oui, parce que nous avons ces sources d'énergie à notre disposition. Alors pourquoi ne pas les utiliser et en tirer profit? Parce qu'elles sont gratuites. Elles sont disponibles. Pourriez-vous expliquer le processus ou la réaction qui se produit à l'intérieur de votre générateur pour produire de l'énergie? Alors normalement, nous commençons avec les systèmes de batterie, ils sont organisés en système A et système B. Comme n'importe quelle autre batterie, il s'agit essentiellement d'une production électrochimique d'énergie. En gros, nous utilisons les électrons générés par ces réactions pour alimenter le système. Je pense que c'est la norme. Mais bien sûr ensuite, la clé est de savoir comment les recharger, comme le demandent la plupart des gens, parce que pour la plupart des gens, lorsque vous utilisez de l'énergie, elle doit bien sûr être remplacée. Vous savez, l'énergie ne peut pas venir des nulle part, ce qui est particulièrement vrai. Donc, la façon dont nous arrivons à, disons, recharger ce noyau, je vais la donner en référence à, disons, en référence à l'eau de la zone d'exclusion que nous utilisons. Ce que l'on découvre à propos de l'eau de la zone d'exclusion, c'est qu'il s'agit plus ou moins d'une 4e phase de l'eau, comme le dirait Gerald H. Pollack. Cette 4e phase de l'eau est plus ou moins une structure quadrillée de l'eau qui permet aux électrons d'être mobiles.
parce que les molécules d'eau, les molécules de monoxyde d'hydrogène, s'organisent en réseaux plus ou moins hexagonaux qui s'étendent sur la surface, principalement de substances hydrophiles, disons. De ce côté, elles deviennent donc une concentration d'électrons. Ensuite, à l'intérieur, elles deviennent une concentration d'ions hydronium ou hydroxonium. En principe, ils sont chargés positivement. Ainsi, chaque fois qu'il y a, disons, cette polarisation du positif et du négatif à l'autre extrémité, on obtient automatiquement, disons, une différence de potentiel ou fondamentalement, une force électromotrice qui permet d'alimenter quelque chose en énergie. Ainsi, la clé est d'être capable d'organiser une batterie très standard, disons fonctionnant sur les principes de l'eau de la zone d'exclusion ou de l'eau de la quatrième phase, qui vous permet de produire autant de courant que possible pour recharger ces batteries. En effet, pour pouvoir recharger quelque chose, il faut tout simplement que la valeur de la puissance soit supérieure à celle de la batterie à recharger. Donc, en fait, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de surcharge. C'est une chose. Et en même temps, nous devons simplement avoir les bonnes valeurs qui sont légèrement au-dessus de, vous savez, disons qui sont légèrement au-dessus du système A ou du groupe de batteries que nous souhaitons, disons, recharger. Et lorsque nous disposons de cette eau de la zone d'exclusion, la principale chose qui reste à faire est de choisir la bonne cathode et la bonne anode. Plus précisément, de choisir les bons matériaux qui les composent. Mais l'un des deux doit être légèrement plus conducteur que l'autre afin de pouvoir recharger les batteries de manière constante. En termes simples, pendant que le système A fonctionne, le système B est au repos. Si le commutateur passe du système A au système B, le système A est alors chargé par ces processus. Comme je l'ai mentionné, c'est un couple, en fait un triplet de forces de la nature qui le charge. Tout d'abord, la puissance de l'eau de la zone d'exclusion. Ensuite, nous avons des circuits de collecte d'énergie radiante qui permettent d'alimenter, disons, les systèmes de batterie. Et en même temps, nous utilisons le courant tellurique de la Terre pour charger ces batteries. Ainsi, lorsque le système B a atteint une certaine valeur critique, l'interrupteur bascule du système B au système A, et le système A se rétablit également, tout d'abord grâce à ces trois forces, ainsi qu'à l'agencement des circuits qui permettent, disons, une répartition naturelle de l'énergie, par exemple, la séparation des positifs. C'est-à-dire qu'il y a une alternance entre, disons, le système A, des batteries en série, et le système B. En alternant, nous permettons à un système de se recharger pendant que l'autre fonctionne. Et lorsque l'autre se met à fonctionner, il n'est plus, disons, le système de recharge. Donc ce que nous obtenons au final, c'est un système qui fonctionne longtemps. Car, bien sûr, si vous pouvez recharger le système en permanence tout en extrayant suffisamment d'énergie sans l'épuiser, le système fonctionnera presque indéfiniment. Mais indéfiniment n'est pas le bon mot, parce que bien sûr, les choses peuvent être sujettes à, disons, des dommages, des pannes électriques et des choses comme ça. Voilà, je pense que oui, en gros, c'est comme ça que ça marche en termes de processus de ce qui se produisent vraiment, en termes très simples que les gens peuvent comprendre et avec lesquels ils peuvent se familiariser. Oui, merci beaucoup pour le partage. Et en termes de puissance, combien de puissance est-ce que ça peut produire? Alors, d'après nos essais, comme je l'ai dit, le tout premier que nous avons réussi à fabriquer, celui du 22 août, avait une puissance de sortie d'un kVA ou d'un seul kilowatt. C'est comme 1000 watts, mais ce n'est pas limité à cela. C'est ce que nous avons pu prouver, en fait. Et en fait, nous en avons un plus petit, parce qu'il travaille avec 500 watts. Mais il est en fait évolutif. En matière de production d'énergie, tant que l'on dispose des mêmes forces et que l'on est capable de les exploiter, il est possible d'augmenter l'échelle jusqu'à un niveau qui permet d'exploiter plus d'énergie. Pour nous, la raison pour laquelle nous avons choisi de nous en tenir à la limite d'un kVA est qu'il s'agit de la puissance que nous aurions pu facilement tester sur notre propre site en toute sécurité. Tout en respectant, bien sûr, le niveau de recherche dont nous disposions à l'époque, une puissance de 1 kVA était la meilleure solution pour nous. Mais est-ce que ça se limite à cela? Non, pas exactement. C'est évolutif parce que les mêmes principes peuvent être utilisés pour tout autre système d'ordre supérieur. Il n'est pas particulièrement limité à cela, tant que vous avez simplement, disons, le bon équipement pour récolter ces forces de la nature afin d'alimenter votre système. C'est très bien, je vous remercie beaucoup. Et quelles sont, selon vous, les perspectives d'utilisation? Dans quel domaine spécifique peut-il être utilisé? Je suis une personne très terre-à-terre et je crois simplement qu'il faut faire des choses pour les gens ordinaires. Je vais donc surtout me promener dans les foyers.
Ce que l'on découvre à propos des gens ordinaires, c'est qu'ils ont besoin d'énergie pour beaucoup de choses. Par exemple, vous avez besoin d'énergie pour chauffer votre maison. Vous avez besoin d'énergie pour vous éclairer. Vous avez besoin d'énergie pour cuisiner, pour communiquer, pour transporter, pour vous divertir. Comme si l'énergie était une chose dont vous ne disposez pas, les choses ne se passeront pas vraiment bien pour vous. Il s'agit donc d'un domaine d'application, disons, pour lequel ce dispositif peut être utilisé, essentiellement pour les ménages simples qui ont vraiment du mal à s'en sortir. En effet, pour parvenir à une société créatrice, nous devons placer chaque vie humaine au premier plan. Mais pour ce faire, nous devons parvenir à un état de conscience supérieur. La plupart des gens travaillent à des niveaux de conscience inférieurs et sont des survivalistes. Si quelqu'un est un survivaliste, il doit sacrifier de bonnes choses comme la vie humaine pour des choses matérielles afin de survivre. Mais si vous êtes en mesure d'apporter votre contribution et de fournir aux gens les choses simples dont ils ont besoin, les choses se passeront beaucoup mieux pour eux. Ils pourront ainsi comprendre, disons, la philosophie que nous leur avons présentée et qui consiste à placer la vie humaine au premier plan. Car il est difficile pour quelqu'un qui est, disons, gravement appauvri, de croire que la vie humaine est au premier plan parce que cela commence avec lui. Lorsque les gens se regardent, ils se considèrent comme négligés. Personne ne se soucie d'eux. Et ils doivent blâmer les autres pour ce qui leur est arrivé. Même si ce n'est pas la faute des autres, c'est juste qu'ils veulent toujours blâmer quelqu'un. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des humains. Ils veulent rejeter la faute sur quelque chose d'extérieur afin de se sentir un peu mieux. Ce faisant, ils ne réalisent pas et ne savent pas que, fondamentalement, la société est faite pour la collaboration de l'humanité, et non pour qu'une personne se sente au-dessus ou au-dessous d'une autre. Car une fois que vous vous sentez ainsi, vous abusez de la personne suivante. Donc, ma philosophie, ou disons ma perspective, est que si vous êtes en mesure de répondre aux besoins de gens ordinaires, de vous assurer que toutes les choses dont ils peuvent avoir besoin au niveau le plus élémentaire sont prises en charge, alors leur esprit s'élèvera certainement à un meilleur niveau de conscience. Alors non, il ne s'agit plus de choses matérielles, mais maintenant il s'agit bien plus de la progression de l'humanité elle-même. C'est donc une chose à laquelle j'ai vraiment pensé lorsque j'ai fait cela. Et je pense que c'est aussi une possibilité qui s'offre, disons, aux industries, parce que la plupart des gens dans les secteurs industriels ont beaucoup de transport et de chaleur à gérer. Et je pense définitivement que s'ils sont capables d'augmenter cette échelle, cela pourrait leur être utile. Bien sûr, de nombreux développements et de nombreuses innovations devront être réalisés pour s'assurer que, vous savez, pour que cela soit utilisable par les gens au niveau industriel. Parce que pour l'instant, nous nous concentrons simplement sur les ménages. Mais alors, oui, ça peut être mis à l'échelle à ce niveau également. Et je pense que la technologie des générateurs sans combustible peut également être appliquée, disons, dans des domaines non conventionnels. Il y a donc ce domaine connu sous le nom d'électroculture, qui peut être assez familier à certains. En fait, l'électroculture ou la magnétoélectroculture a été mise au point par les professionnels du secteur de l'électromagnétisme. Il s'agit simplement d'un domaine qui cherche à stimuler ou à amplifier la croissance des plantes en manipulant les champs électriques et magnétiques. L'une des personnes qui a été, disons, très populaire pour cette expérimentation était ce type connu sous le nom de Justin Christoflo. Il est français. C'est l'une des personnes qui a écrit des articles de recherche sur la façon dont les courants électriques et les forces magnétiques d'origine naturelle peuvent être utilisés, disons, pour améliorer la croissance des plantes. Ce qui est intéressant avec la magnétoélectroculture, c'est qu'elle permet de remplacer, par exemple, beaucoup d'engrais chimiques qui coûtent cher. Il est également possible pour un être humain de l'utiliser, disons, pour lutter contre les parasites et autres maladies qui peuvent, vous savez, affecter les cultures. Un homme qui l'a fait est le russe Georges Lakhovsky, avec ses bobines Lakhovsky. C'est un homme qui était très populaire pour l'utilisation de ces bobines spéciales pour, disons, lutter contre les maladies et contrôler l'âge des plantes. Selon moi, et d'après ce que j'ai vu, si ces forces sont utilisées ensemble, le magnétisme et l'énergie électrique, s'ils sont utilisés de manière appropriée, ils peuvent permettre aux gens de résoudre, disons, la plupart des crises alimentaires auxquelles ils sont confrontés. Donc pour moi, d'un point de vue non seulement énergétique mais aussi humanitaire, si l'énergie est plus ou moins disponible pour tous, alors les gens pourront non seulement satisfaire leurs besoins généraux ou les besoins de base auxquels ils doivent faire face quotidiennement, mais ils pourront aussi produire de la nourriture pour eux-mêmes. Après tout, l'énergie est quelque chose d'universel. Si vous savez comment l'exploiter, vous pouvez littéralement prendre la vie en main,
Et c'est l'idée qui sous-tend la création de générateurs d'énergie sans combustible. Nous voulons simplement permettre à une personne de reprendre sa vie en main, de s'approprier son destin en contrôlant la façon dont les choses sont produites pour elle en fonction des besoins qui lui parviennent. Merci beaucoup. Vous savez, en fait, en Europe, surtout parce que je viens des Pays-Bas, il est très courant d'installer des panneaux solaires sur les habitations privées afin que les gens puissent bénéficier de leur, comment dire, propre énergie produite et qu'ils puissent la mettre en œuvre pour leur foyer. Et en termes d'énergie alternative, quels sont les avantages par rapport aux sources d'énergie alternatives connues aujourd'hui? Par exemple, les éoliennes, les panneaux solaires, les centrales géothermiques. Quel serait l'avantage d'avoir votre dispositif dans un foyer? Je pense que notre proposition unique, disons, en ce qui concerne les appareils que nous proposons, concerne principalement la propriété elle-même et la décentralisation dans le sens où, lorsque vous avez votre propre système, disons, surunitaire, vous n'êtes pas particulièrement gêné par ce qui se passe à l'extérieur en termes, disons, de transmission d'énergie. Cela permet à de nombreuses personnes d'être décentralisées et hors réseau de manière très abordable. En effet, si l'on compare le coût de l'installation de panneaux solaires et autres à celui d'un système surunitaire, ces derniers sont en fait beaucoup plus compétitifs que ces systèmes énergétiques. Ils sont faciles à utiliser. Il s'agit donc davantage d'une question de rentabilité et d'accessibilité à la propriété et à la décentralisation, si je puis m'exprimer ainsi. Et je pense aussi que c'est beaucoup plus lié à la consommation d'espace, comme vous le dites, c'est une chose commune de les mettre partout sur le toit. Mais le problème, c'est que même si vous les avez placés sur votre toit, seront-ils encore suffisants? C'est une autre question. Je pense donc que les systèmes surunitaires sont beaucoup plus, disons, compacts et robustes. Ce sont des systèmes simples qui sont beaucoup plus condensés. Mais ils ont aussi la capacité, bien sûr, de produire beaucoup plus d'énergie que les systèmes, disons, d'énergie courant. Et je pense que les sources d'énergie renouvelables les plus courantes, comme l'énergie éolienne ou l'énergie solaire, sont en fait, d'une certaine manière, influencées par des conditions. Par exemple, si le temps est très nuageux, alors il est certain que votre production d'énergie sera influencée si vous utilisez des panneaux solaires. S'il y a moins de vent, bien sûr, la production sera affectée. Mais ce qu'il y a de bien avec ces générateurs d'énergie sans combustible, c'est que si le temps est nuageux ou orageux, ce n'est pas grave parce que leur efficacité ne dépend pas particulièrement, disons, d'une condition particulière qui devrait être présente dans l'environnement. Ils fonctionnent simplement, disons, spectaculairement bien dans n'importe quel environnement. Bien sûr, un environnement peut être légèrement meilleur que l'autre, mais en moyenne, c'est à peu près la même chose. Les différents environnements n'ont pas vraiment d'incidence. Je pense donc que c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, les systèmes que nous concevons sont assez efficaces et la plupart des gens le veulent. Mais la question qui se pose est la suivante. Même si beaucoup de gens le veulent, combien d'entre eux peuvent l'obtenir? La quête consiste donc à essayer de rendre les bonnes choses accessibles à tout le monde, parce que tout le monde veut quelque chose qui est bon pour lui, même s'il n'a pas les moyens de l'obtenir. En rendant quelque chose qui peut être monopolisé accessible à tous, c'est en fait magnifique. Parce que lorsque nous parlons, disons, de systèmes surunitaires ou de générateurs sans combustible, ils sont fondamentalement dans la même ligue que des choses telles que, disons, la lumière du soleil ou l'eau. Comme personne ne peut monopoliser la lumière du soleil, tout le monde peut faire l'expérience de la beauté de la lumière du soleil. Il suffit de consacrer du temps et peut-être, je ne sais pas, un peu d'énergie pour travailler à l'extérieur et en profiter. On peut aussi boire autant d'eau que l'on veut. Mais bien sûr, de nos jours, il y a aussi le défi de l'accessibilité à l'eau propre et sûre. Mais normalement, ces choses sont censées être, disons, accessibles à tout le monde. Je pense donc que l'énergie devrait s'efforcer d'être dans ce même espace, disons, dans lequel la plupart des choses deviennent accessibles à tout le monde, car tout le monde souhaite avoir une maison suffisamment éclairée. Tout le monde veut pouvoir chauffer suffisamment sa maison. Mais ne pas pouvoir l'obtenir, honnêtement, c'est vraiment nul et je pense honnêtement que c'est l'une des choses qui peut faire dérailler l'humanité de sa progression vers le statut de créature souffrant, disons, d'une dévolution, d'une sorte de pensée dans une direction très animaliste. En rendant l'énergie plus accessible, ce qui est à mon avis, comme je l'ai toujours dit, le cœur de la civilisation, vous donnez à l'humain plus de potentiel pour faire ce qu'il veut vraiment faire. Et je pense que pour toute société, cela devrait être un consensus commun. Chaque personne veut avoir la possibilité de faire ce en quoi elle croit vraiment, tant que c'est pour le plus grand bien du système.
Et si on lui donne cette plateforme pour le faire, alors oui, cela devrait être une belle chose. Ce devrait être le cas. Je pense donc que c'est la raison pour laquelle, vous savez, ces GSC, comme j'aimerais les appeler, les générateurs sans combustible, devraient être plus ou moins adoptés par rapport aux systèmes communs qui sont parfois utilisés. Oui, merci beaucoup pour ce partage. En ce qui concerne le respect de l'environnement, comment votre générateur affecte-t-il l'environnement et dans quelle mesure est-il respectueux de l'environnement? Est-il sécuritaire pour les humains de l'utiliser dans leur foyer? La plupart des appareils électriques présentent un risque, disons, de dommages dus à une mauvaise manipulation, mais lorsqu'ils sont manipulés de manière appropriée, présentent-ils des risques pour les personnes susceptibles de les utiliser? S'il est bien manipulé, il ne devrait pas poser de problème. Il semble donc que la responsabilité incombe à ceux qui l'utilisent de s'assurer qu'ils le manipulent comme prévu. S'ils le font, il ne devrait pas y avoir de danger. Ensuite, en termes de respect de l'environnement, comme je l'ai dit, nous utilisons des matériaux communément disponibles, et j'ai mentionné que pour notre modèle, que nous avons fabriqué il y a longtemps, nous utilisons des batteries au plomb. Lorsque vous découvrez ce type de batterie, ou de notre côté, elles ont en fait une sorte de problème de recyclage. Pour l'instant, je pense que c'est simplement la pierre d'achoppement que le modèle peut avoir, parce que nous utilisons des choses qui sont facilement disponibles pour faire quelque chose qui fonctionne assez bien. Mais si nous produisons de l'énergie de manière habituelle, devons-nous nous attendre à ce que cela pose un problème? Non. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si le concept de zone d'exclusion de l'eau que nous proposons s'avère si efficace que nous pouvons construire et utiliser des systèmes de batterie à eau, nous pourrons disposer d'une source d'énergie très propre qui ne causera aucun dommage à l'environnement. Lorsque les gens entendent parler du concept de batterie à eau, ils se disent « Non, cet homme est fou, comment est-ce possible ?» En fait, c'est tout à fait possible si l'on en croit la situation actuelle. C'est en fait très faisable parce que, selon les illustrations que nous avons de la façon dont les choses devraient être, chaque composant ne devrait pas poser, disons, de risques environnementaux du tout. Ils seront purement, disons, immergés dans l'eau, des matériaux très sûrs ou entièrement à base d'eau. Il s'agira surtout de métaux, et les métaux eux-mêmes ne devront pas être difficiles à recycler. Je ne peux donc pas vraiment, disons, imaginer une menace pour l'environnement. Sauf, bien sûr, si les gens qui utilisent les technologies choisissent d'être, disons, négligents. C'est vrai. Dans ce cas, il pourrait y avoir un problème environnemental. Mais si tout se passe bien, si l'on utilise le bon type de batterie, alimentant le bon type d'onduleur, alimentant, bien sûr, le bon type d'équipement, alors les dommages environnementaux devraient être négligeables. Et oui, c'est le point de vue que j'ai sur cette question. Mais bien sûr, l'avenir nous le dira, car parfois, les risques qui se présentent à vous ne sont pas vraiment concevables, parce qu'en tant qu'inventeur, nous sommes surexcités lorsque nous fabriquons des choses, au point de vouloir les développer très rapidement sans vraiment, disons, percevoir tous les problèmes possibles qui peuvent en découler. Si vous pouvez toujours vous améliorer, cherchez à le faire. Si le danger était de 1%, vous devez le réduire à 0,0001. C'est ainsi que nous progressons en tant qu'être humain. Je pense donc que oui, à ce jour, nous avons les bons schémas, disons, de ce que devraient être les choses appropriées. Et si ces choses sont utilisées, il ne faut s'attendre à aucun dommage environnemental. Et vous avez mentionné les possibilités d'amélioration. Prévoyez-vous vous-même des limites ou des inconvénients dans votre technologie que vous considérez comme importants? L'une des limitations auxquelles vous êtes confronté lorsque vous manipulez quelque chose qui transmet de l'énergie est plus ou moins liée à l'efficacité. L'efficacité est toujours un problème qui préoccupe la plupart des gens. Et lorsque vous avez ces défis, disons, ces préoccupations, une chose que vous souhaitez faire est, disons, de minimiser les impacts possibles que vous pourriez avoir. Disons par exemple que dans notre cas, l'efficacité est de 98%. Ce n'est pas qu'une hypothèse, c'est une réalité. Mais nous souhaitons ensuite nous efforcer d'en faire plus ou d'atteindre, disons, un niveau plus élevé. Vous devez être en mesure d'utiliser les bons matériaux, disons, qui permettront à votre système d'être tout à fait durable et efficace. La question qui se pose alors est la suivante. Comment pouvons-nous, disons, faire cela?
De notre côté, nous avons fait beaucoup de recherches sur ce sujet, sur les meilleurs matériaux que vous pouvez utiliser pour améliorer vos systèmes et les rendre plus efficaces. Et je pense qu'un homme se distingue vraiment dans ce domaine, disons, de la recherche de matériaux super efficaces. Cet homme s'appelle David Hudson. C'était en fait un fermier de l'Arizona qui faisait aussi un peu d'exploitation minière, si je puis dire. L'une de ses découvertes intéressantes, disons, même si elle n'a pas été normalisée, est le concept d'éléments monoatomiques réarrangés orbitalement. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement, disons, d'un élément. Fondamentalement, il s'agit d'une substance existante sous une forme très pure à un niveau très particulier, par le biais de particules discrètes de même nature. Et ce qui est fondamental, disons, à propos de ce matériau connu sous le nom d'ormu, si je peux l'appeler ainsi, c'est qu'il se comporte plus ou moins comme un matériau supraconducteur. Dans le domaine de la puissance, de l'énergie et de l'électricité, lorsqu'on entend parler de supraconductivité, il s'agit certainement d'un saint Graal, car la plupart des supraconducteurs n'existent pas vraiment à température ambiante. Ils existent à des températures très basses qui ne sont pas, vous le savez, celles que nous rencontrons couramment en tant qu'êtres humains. Ce que cet homme a réussi à faire, c'est proposer un matériau possible qui peut, d'une certaine manière, être utilisé pour les matériaux supraconducteurs. En avons-nous besoin? Absolument. De mon côté, oui, nous en avons besoin. Je pense que c'est une chose qui peut vraiment faire progresser le système au niveau supérieur. En effet, si nous parvenons à éliminer toute forme d'inefficacité, nous n'aurons plus à nous préoccuper de l'aspect de la recharge. La raison pour laquelle nous devons nous préoccuper de réorganiser le système, de le recharger, c'est tout simplement parce qu'à la base, disons à la base, tout repose sur l'inefficacité. Parce que si quelque chose est très efficace au niveau le plus élevé possible, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de la constance, de l'aide et, disons, du pompage, disons, de l'apport d'énergie pour qu'il fonctionne au meilleur niveau possible. Mais alors, bien sûr, si nous atteignons ce niveau où vous avez atteint, comme la super efficacité de la conductivité, de l'énergie et des choses comme ça, alors certainement vous pouvez commencer à vous inquiéter moins de la recharge et tendez à vous concentrer davantage sur la façon dont le système fonctionnera au mieux pour vous. Merci. Et selon vous, que faut-il faire pour permettre à toute la société mondiale de passer à une énergie sans combustible? Donc je pense que ce que je peux dire en toute sécurité, c'est que la première chose dont nous avons vraiment besoin pour que cela soit mis en œuvre, c'est le bon terrain pour que cela fonctionne. Et je pense que la société créatrice, d'une certaine manière, offre ce bon terrain. Parce que si elle est mise sur le bon terrain, où les gens sont déjà en collaboration et travaillent assez bien ensemble, elle ne devrait pas causer beaucoup de perturbations. Parce qu'une chose que vous comprenez, c'est que si la société est principalement axée sur le profit, alors cette technologie peut en fait représenter un danger. C'est une menace, en réalité. Ce n'est pas vraiment une technologie utile. Donc d'abord, vous devez trouver un espace où tous les objectifs visent à améliorer la vie humaine, à protéger, sécuriser et améliorer la vie des gens en elles-mêmes. De cette façon, nous pouvons dire en toute sécurité, vous savez quoi? Ces vies vont fonctionner ensemble. Les vies humaines s'intégreront si bien à la technologie que personne ne sera exposé, disons, à un danger potentiel. Et je pense qu'il y a une chose que nous devons vraiment faire pour assurer cette transition, c'est le libre accès aux connaissances elles-mêmes. Un concept commun qui existe dans le domaine, disons, de ces générateurs sans combustible, c'est la question, disons, des individus ciblés. Certains hommes ont accompli de grandes choses dans le passé. Certains connaissent peut-être l'histoire d'un homme appelé Stanley Meyer. C'est un homme qui a vécu en Amérique au XXe siècle. Je pense que c'est dans les années 1980 ou 1990. C'était un homme qui travaillait beaucoup sur les véhicules à propulsion hydraulique, mais cela ne s'est pas très bien terminé. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une personne ciblée. Il a été empoisonné. Par qui? On ne le sait pas. Et il y a une liste d'autres personnes ciblées. Il y a eu des gens comme Henry Moray et l'énergie rayonnante. Il a été victime de nombreuses tentatives d'assassinat. L'une des choses que nous découvrons, c'est que les personnes qui possèdent ce savoir-faire se positionnent d'une manière qui les expose, disons, à de nombreux risques, parce que les connaissances qu'elles possèdent ne sont, disons, pas très utiles pour certaines personnes qui profitent de la façon dont les choses sont déjà faites. En étant les seuls à posséder ces connaissances, ils sont donc faciles à cibler. Mais il en irait différemment si ces connaissances étaient, disons, distribuées ouvertement et librement à tout le monde, de sorte qu'elles deviennent plus ou moins comme, disons, une pratique spirituelle.
Disons par exemple, la prière, n'est-ce pas? Si, disons, des personnes religieuses veulent prier, peu importe où elles se trouvent dans le monde, elles peuvent toutes prier parce qu'elles maîtrisent les principes fondamentaux. Je pense que le même niveau de mesure est nécessaire dans le domaine des énergies non combustibles. Les gens doivent comprendre les principes ouvertement, de telle sorte que, quelle que soit la personne, elle soit en mesure de le faire par elle-même. Car si les gens sont tellement préoccupés par le profit, par exemple, si je suis tellement préoccupé par le profit et que je choisis de le garder pour moi, je m'expose à un très grand risque parce qu'il est facile de cibler un individu. Mais s'il s'agit d'un phénomène de société qui est connu de tous, il n'est pas possible d'éliminer la société pour cette raison. C'est vraiment extrême. Si quelqu'un était capable de le faire, ce serait de toute façon difficile, mais il serait beaucoup plus sûr de proposer, disons, un accès libre à la technologie. Personnellement, je voudrais donc fonctionner comme un distributeur de technologie. Mais il ne s'agit pas d'un travail d'un seul homme. Il s'agit plus ou moins d'un mouvement, et le mouvement est plus efficace si un grand nombre de personnes y participent. Je pense donc qu'il est nécessaire que les gens apprécient réellement les possibilités offertes par la technologie sans combustible. Si la technologie, bien sûr, est, disons, en libre accès, la plupart des gens peuvent améliorer leur vie par eux-mêmes. Car, comme je l'ai dit, tout le monde peut avoir accès au matériel disponible. De mon côté, je pense que je ferai l'honneur aux gens de leur donner ces connaissances s'ils le souhaitent. Je ne suis pas une personne qui est vraiment, disons, économique avec les connaissances que je possède. Je les donne gratuitement à toute personne qui souhaite les connaître. Je pense donc que si les gens travaillent au même niveau, c'est-à-dire qu'ils souhaitent donner librement des choses utiles à la société, alors les gens arriveront certainement à quelque chose. Parce que ce dont les gens ont besoin, c'est de beaucoup plus de bonnes personnes. Les gens veulent toujours réussir et être importants. C'est une bonne chose. Mais cela devient un problème. Si tout le monde veut être au sommet, les gens vont tirer sur la toile dans des directions différentes, et si la toile est tirée dans des directions différentes, il est probable qu'elle se déchire en morceaux. Pour éviter que cela ne se produise, nous devons transcender cette société. Elle n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes prospères et importantes, ni d'une centralisation sur un certain groupe de personnes. Mais nous sommes arrivés à un point où nous avons besoin de plus de décentralisation et d'un plus grand nombre de bonnes personnes qui sont prêtes à aller sur le terrain et à faire beaucoup de bonnes actions. Si c'est le cas, il ne fait aucun doute que ces projets devraient être mis en œuvre et aider les gens. Mais tout commence par la volonté d'accepter, bien sûr, cette tâche qui nous incombe et de faire de notre mieux pour l'apporter au monde, bien sûr. Oui, merci beaucoup. En effet, tout est une question de choix, n'est-ce pas? Ce qu'ils décident. Et ce serait notre résultat, disons, parce que la société créatrice est aussi basée sur le choix des gens. En tant que bénévoles, nous leur offrons donc un avenir radieux, n'est-ce pas? La possibilité de donner à la vie humaine la plus haute valeur et d'éliminer tous les concepts de consumérisme. Mais encore une fois, c'est le choix des gens. Et dès qu'ils s'en rendront compte, qu'ils se réveilleront et qu'ils le comprendront, alors nous aurons la solution. J'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé et les réponses que vous m'avez données. Toutes vos idées sont des informations complètes que vous avez partagées avec nous. J'ai trouvé très intéressant de vous entendre parler de votre point de vue plus large sur la question et de la manière dont vous pouvez être, d'une certaine manière, ouvert d'esprit et aussi naïf et laisser le doute s'installer, mais cela vous poussera ensuite à aller toujours plus loin, à ne jamais abandonner et à continuer à travailler sur votre idée pour le bien de la société. C'est une grande source d'inspiration. Et oui, j'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Je suis sûre que nos téléspectateurs apprécient également de vous écouter. Nous vous souhaitons bonne chance et espérons que votre produit sera encore plus développé et qu'il sera utilisé dans la plupart des foyers et que les gens pourront en bénéficier. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Eh bien, j'aimerais également vous remercier de m'avoir accueilli ici. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un honneur d'avoir des gens comme vous, des gens qui souhaitent vraiment apprendre quelque chose de nouveau, et, vous savez, faire en sorte que d'autres, vous savez, le sachent aussi. Car une chose que j'ai découverte à propos de l'information à notre époque, c'est qu'elle est plus ou moins traitée comme de l'or. Vous savez, les gens ne partagent pas l'or. Si c'est de l'or, c'est votre or. Vous ne le partagez pas avec les autres, tout comme vous ne le partagez pas avec la société. C'est votre propre or, et vous le gardez pour vous.
Mais il y a une chose à propos de la société créatrice, d'une certaine manière. Je pense qu'il s'agit d'une plateforme sur laquelle les gens se rendent et choisissent d'apporter plusieurs éléments d'information qu'ils possèdent et qui sont précieux, et de les mettre à la disposition de toute personne qui souhaite apprendre quelque chose, afin qu'elle puisse réellement avoir accès à quelque chose de précieux pour elle. Je pense qu'en fin de compte, cela ressemblera plus ou moins à la construction d'un puzzle. Le puzzle, c'est un ensemble de pièces qui se trouvent un peu partout, mais plus on les assemble, plus on essaie de les imbriquer et de créer une belle image, et au bout du compte, on obtient une seule pièce qui est vraiment excellente et brillante. Et je pense que c'est un aspect très spécial de cette société que nous sommes en train de construire. Je suis très fier d'être ici et de partager mes connaissances avec les autres. J'ai également dû apprendre des autres ce qu'ils avaient à partager, et j'ai apprécié ce qu'ils avaient à m'apprendre. Je pense donc que, d'une certaine manière, je rends l'appareil aux personnes qui m'ont aussi donné quelque chose de nouveau à apprendre. Et oui, j'en suis vraiment fier. Et à tous ceux qui écoutent, j'aimerais dire merci d'avoir choisi, vous savez, d'être ouvert d'esprit et de découvrir quelque chose de nouveau qui peut vraiment améliorer votre vie. Et comme je le dis toujours, continuez à aller de l'avant. Un jour, tout finira par avoir un sens. Merci beaucoup. De rien.